Je voudrais, pour l'illustrer, prendre deux exemples. Deux exemples qui sont deux échecs de deux politiques éducatives qui ont échoué. Le projet Legrand et la politique de Claude Allègre. Alors, commencer d'abord par le sort malencontreux du projet Legrand. Ici, on revient aux années 80, en 1983, où on avait demandé à un inspecteur général qui s'appelait Louis Legrand, rien à voir avec le lycée du même nom, qui est un hommage à Louis XIV, qu'on appelait aussi Louis le Grand, le roi Louis XIV, le roi Soleil, c'était Louis le Grand. Bon, rien à voir avec l'inspecteur général qui est mort l'année dernière, Louis le Grand, à qui on avait demandé d'imaginer une réforme du collège. Et c'était dans l'enthousiasme des années 81-83. François Mitterrand venait d'être élu, donc la gauche accède au pouvoir. On va tout changer. C'est la première fois qu'il y a un président de gauche sous la Ve République, où on imagine un changement fort. Et le ministre de l'Éducation de l'époque, Alain Savary, justement, surfe sur cette vague d'espoir de changement en demandant de faire des propositions audacieuses. Et justement, Louis le Grand le fait. En fait, Louis le Grand, depuis les années 60, il menait des expérimentations dans beaucoup de collèges. Il coordonnait plein d'expérimentations qui avaient été faites dans plusieurs dizaines de collèges partout en France pour essayer de gérer l'hétérogénéité. Louis le Grand avait bien perçu que l'hétérogénéité, c'était le problème du collège, avec l'arrivée du collège unique à partir de 77, la mise en œuvre de la loi de 75 de la réforme Abi. Et Louis le Grand comprenait bien qu'il y avait un problème d'hétérogénéité dans les collèges, par conséquent qu'il fallait essayer d'organiser la prise en compte de l'hétérogénéité en faisant ce qu'il appelait des groupes de niveau matière. Alors on allait répartir les élèves en fonction de leurs besoins, et puis il fallait aussi améliorer le suivi des élèves. Et c'est pour ça qu'il a proposé ce dont j'ai parlé dans la dernière séance, un système de tutorat. Donc en janvier 83, Louis le Grand propose un rapport, un projet de réforme du collège, et il rend cela au ministre. Et ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé à ce moment-là, ce sont les réactions des enseignants face à ce rapport. Ça a été des réactions d'une violence comme on avait rarement vu, des réactions extrêmement vives, des enseignants qui ont perçu ce rapport comme une accusation de ne pas bien faire leur travail. Les enseignants ont imaginé que on mettait en cause leur sérieux, leur implication, alors que justement ils étaient dans ces routines incertaines où ils essaient de s'ajuster au quotidien, où ils font des efforts dont ils voient bien que ce sont des injonctions paradoxales, des efforts dont ils voient bien qu'ils sont contre-productifs pour s'adapter au quotidien à une hétérogénéité qu'ils n'arrivent pas à gérer. Et monsieur l'inspecteur général débarque avec son rapport en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, vous n'avez rien compris. C'est comme ça qu'a été perçu le rapport Legrand. Appel à la grève, pétition, les journaux submergés de courriers, de tribunes qui protestent, et en même temps les enseignants qui disent mais on veut tuer notre métier, on veut nous transformer en animateurs, on veut nous transformer en confesseurs, qu'est-ce que c'est que ce tutorat, c'est bon pour les curés, comme si on devait confesser nos élèves. Ça a été très très mal pris. Et cette dynamique de contestation qu'on a observée dans le monde enseignant a été relayée en 1984 par la parution de pamphlets, de livres, par des intellectuels, par des enseignants aussi, très souvent plutôt des universitaires, toute une série de livres qui ont eu un succès phénoménal, dont vous voyez bien, je pense, en regardant le titre de ces livres, que ce sont des livres accusateurs. Des petits livres, très courts en général, mais écrits un peu comme un coup de colère. Ce sont des pamphlets, il n'y a absolument aucun fond de recherche et de données scientifiques, d'études sociologiques sur le terrain, mais ce sont des livres vengeurs, sur un ton souvent un peu ironique, désabusés, d'enseignants d'enseignants ou d'universitaires qui n'enseignent plus guère que dans le très haut niveau de l'université. Jacqueline de Romilly est professeure au Collège de France tout de même. Mais des enseignants désabusés qui estiment qu'on a détruit l'école et que la réforme Legrand, justement, n'est qu'une illustration de plus de cette destruction. En fait, l'idée générale de ces ouvrages, c'est que l'école se dégrade. Et au fond, c'est pas forcément faux. L'école se dégrade, et la dégradation de l'école serait due
à la mise en œuvre des projets délirants de pédagogues fous. Et parmi ces pédagogues fous, il y a Louis le Grand. Voilà. Louis le Grand propose des projets délirants. D'ailleurs, le Figaro avait titré, quand il a rendu son rapport, le Figaro avait titré « Les délirants collèges de demain ». Donc c'était délirant. Eh bien, il y aurait depuis des années, particulièrement depuis mai 68, mai 68, le moment où l'autorité a commencé à se dégrader, donc il y aurait depuis mai 68 et peut-être même depuis avant, enfin on sait jamais exactement quand, mais il y aurait de multiples projets délirants qui auraient été mis en œuvre et donc l'école se serait dégradée à cause de la prise de pouvoir par des pédagogues complètement fous qui veulent imposer des changements délirants à tout le monde. Bon. C'est un discours qui est porté ici par des universitaires particulièrement en vue. Jean-Claude Milner fait partie de l'élite intellectuelle française, Jacqueline de Romilly est professeure au Collège de France, Maurice Masquinot est un essayiste bien connu, et ces gens-là, donc, apportent en fait une base théorique à la dénonciation des projets de réforme. Et au fond, l'effet le plus important du projet Le Grand a peut-être été moins ce qu'il a changé dans les collèges, parce qu'il y a assez peu de collèges qui ont appliqué cette réforme, réforme qui a été très fortement édulcorée, très fortement atténuée, mais très peu de collèges ont appliqué cela. Donc au fond, l'effet principal du projet Le Grand a moins été de transformer le collège que de permettre la structuration d'une contestation. C'est-à-dire un mouvement de contestation des enseignants et en même temps un mouvement de protestation des intellectuels qui ont apporté une base théorique, qui ont fourni une base théorique à cette contestation. Et dorénavant, on a une contestation qui peut s'appuyer sur des fondements théoriques, la dénonciation des pédagogues qu'on appelle, alors on les appelle les pédagogues, on les appelle les réformateurs, on les appelle les pédagogistes, enfin on trouve différents noms. Voilà, vous avez d'un côté les réformateurs et de l'autre vous avez ce qu'on appelle à l'époque les républicains, qu'on appelle les conservateurs, voilà, les conservateurs, sauf que, Jean-Claude Milner, ancien maoïste, est quand même quelqu'un qui s'affiche de gauche, Masquinot, c'est aussi quelqu'un d'extrême gauche, enfin c'était un animateur du mouvement d'extrême gauche, c'est quelqu'un qui a risqué sa vie dans les années 60 pour soutenir la cause de la décolonisation algérienne, il a été porteur de valises, c'est-à-dire qu'il a porté de l'argent au FLN pendant la guerre d'Algérie, donc c'est quelqu'un qui a donné sa vie à des causes progressistes. Donc on ne peut pas dire que ce sont des conservateurs de droite. Et pourtant, leur discours est clairement conservateur. On leur a trouvé un autre nom. C'est à partir de 84, lorsque Jean-Pierre Chevènement s'affiche clairement à leur côté. Jean-Pierre Chevènement dit bien qu'il a été inspiré par le livre de Jean-Claude Milner, de l'école. Et Jean-Pierre Chevènement, lui, il aime beaucoup utiliser le mot républicain. L'élitisme républicain, on l'a vu. À partir de là, donc, on ne va plus les appeler les conservateurs, on les appelle les républicains. Donc vous avez d'un côté les pédagogues réformateurs et de l'autre les républicains. En fait, les républicains prennent surtout modèle sur l'école d'autrefois qui, selon eux, fonctionnait beaucoup mieux et permettait l'ascension sociale et était beaucoup plus juste. Bon, c'est leur discours. Moi, je les appellerais les antipédagogistes parce qu'ils dénoncent ce qu'ils appellent le pédagogisme. Alors, on reviendra un peu sur le pédagogisme, qui est la grande dénonciation à la mode, qui devient à la mode à partir de ce moment-là. Ça, c'est l'effet, la réforme Le Grand. Le deuxième cas, c'est le cas Allègre. Alors, Claude Allègre est un scientifique de renom, qui est considéré comme un des meilleurs scientifiques mondiaux dans le domaine des géosciences et de la géologie. Alors, précisément, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le sujet du jour. Mais Claude Allègre a été nommé ministre en 1997. Au moment où son ami personnel, Lionel Jospin, qui était un ami personnel, et d'ailleurs qui lui avait donné un poste au ministère lorsque Lionel Jospin était ministre dans les années, fin des années 80, Claude Allègre avait déjà des responsabilités administratives, il connaissait bien le ministère. Mais là, Lionel Jospin devient Premier ministre, et bien son ami Claude Allègre devient ministre de l'Éducation. C'est quelqu'un qui affiche déjà un volontarisme très fort. Il n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat, il n'a pas peur de dire les choses telles qu'il les pense, parce qu'il estime qu'il faut une rupture, il faut bousculer les choses, et il affiche donc un volontarisme agressif. Bon, il faut dire qu'il arrive à un moment favorable, il peut en profiter, parce que
À ce moment favorable, il y a beaucoup de gens qui dénoncent, beaucoup d'acteurs du débat public qui dénoncent l'immobilisme de l'école, qu'on n'arrive plus à changer, qu'on n'arrive pas à réformer. Une école qui n'évolue pas. Et puis en même temps, le gouvernement de Lionel Jospin arrive avec des idées neuves. C'est à ce moment-là qu'on a lancé la réduction du temps de travail, qu'on appelle encore parfois la RTT. Un gouvernement qui porte des idées neuves et auquel beaucoup de gens font confiance pour changer les choses. Et puis ce gouvernement, il sait qu'il a 5 ans devant lui. Les prochaines élections, c'est 2002. Donc Claude Allègre arrive à un moment particulièrement favorable. Et donc que fait-il ? Eh bien, il provoque. Claude Allègre joue la provocation et un certain nombre de citations que je vous donne ici dès son arrivée. Vous voyez, il arrive en juin 97 et là, entre juin et l'automne, avec la rentrée qui passe, enfin, la fenêtre médiatique qui s'ouvre à la rentrée, il en profite. Alors, il dénonce la cogestion avec le SNES. Le SNES, vous savez, le syndicat majoritaire dans le secondaire. Nous allons refonder la République. Là, il accuse le SNES de ne pas être républicain. Bon, c'est pas un très bon moyen de s'entendre avec les enseignants. Il dit qu'il va falloir dégraisser le mammouth. Le mammouth, c'est à lui qu'on doit l'expression, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Bon. Et puis, à la rentrée 97, dans sa conférence de presse, il dénonce l'absentéisme des enseignants. C'est pas l'absentéisme des élèves, là, 12%, c'est l'absentéisme des enseignants. Sauf que les journaux sont allés chercher un petit peu et se sont rendus compte que ce chiffre de 12% n'existait pas. En fait, l'absentéisme des enseignants, c'était 6%. Et c'est le même absentéisme que c'est l'absentéisme moyen des travailleurs en France, 6%. Donc il n'y a pas un absentéisme plus fort chez les enseignants, mais Claude Allègre a tenu ce discours. Et puis il le dit franchement, je ne crois pas aux réformes qui se font dans le consensus, donc il n'a pas peur de bousculer, de rompre le consensus. Bon. Bref, c'est quelqu'un qui est prêt à se fâcher avec tout le monde, voire même en mentant clairement sur l'absentéisme des enseignants. C'est peut-être pas très adroit. Et effectivement, là, il a provoqué la sensibilité du monde enseignant qu'on peut constater. Alors, on l'a déjà constaté avec Legrand, la sensibilité du monde enseignant. Et pourtant, Legrand n'était pas aussi provocateur. Mais là, dès l'automne 98, on voit apparaître des comités pour la démission de Claude Allègre. Donc, on crée des comités pour la démission de Claude Allègre, des pétitions pour la démission du ministre, ça s'était jamais vu, et des manifestations énormes, notamment en février 99, en mars 2000. Et les manifestations de mars 2000 ont raison de Claude Allègre. Lionel Jospin lui demande de démissionner en mars 2000. Donc il a été vaincu par les manifestants à cause en particulier de ses provocations. Ça a été un ministre détesté par les enseignants. Et juste une petite parenthèse, c'est d'ailleurs la première campagne politique en France dans laquelle Internet a joué un rôle déterminant. C'est le moment où la plupart des enseignants, justement, se connectent, s'abonnent à une connexion Internet. Alors, à l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux, c'est par mail que ça marche, par liste mail. Mais, justement, c'est la première campagne politique en France où Internet a joué un rôle important. Qu'est-ce que ça a provoqué, en fait, cet épisode Allègre ? Allègre a porté des réformes assez fortes, mais au fond, je crois que ça a eu un effet moins par les réformes qu'il a portées, que par les réactions que ça a suscité. Un peu comme Legrand. Comme je vous disais, Legrand, il a joué un rôle moins par ce qu'il a changé dans le collège que par la dynamique de contestation qu'il a générée. Eh bien, Claude Allègre, c'est la même chose. En fait, on se rend compte que toute cette révolte contre Claude Allègre, elle a bénéficié, elle aussi, d'une structuration idéologique, d'un encadrement, si vous préférez, idéologique. Et il y a eu un fond idéologique, et ce fond idéologique, ça a été fait par des enseignants, par des intellectuels, qui ont relancé la même polémique qu'à l'époque de Louis Legrand. On dénonce la réforme du lycée de Claude Allègre en disant que ça va faire un lycée light, un lycée dans lequel on aurait sacrifié le savoir, on aurait abandonné justement tout ce qui faisait l'école, et un lycée démagogique où tout serait facile à cause des idées fumeuses, encore une fois, des apôtres des sciences de l'éducation, comme on le dit ici, donc les pédagogues, les réformateurs dont on parlait à l'époque de Legrand. Et voilà, on les ressort ici. Et on va faire un lycée dans lequel la littérature ne servira plus à rien. Voilà, Rabelais devient inutile. Voilà l'une des manifestations contre Allègre. C'est une des manifestations, je crois, de mars 2000. Il faudrait que je retrouve la date précise, ou de février 99. Enfin, ce sont les deux grandes vagues contre Claude Allègre. Et vous voyez que dans ces manifestations, on dénonce pas seulement le mépris du ministre face aux enseignants, on dénonce aussi ce qu'on soupçonne être le fond idéologique
des réformes de Claude Allègre qui seraient des réformes qui visent à sacrifier le savoir, à sacrifier notamment la littérature, pour faire des choses faciles, démagogiques et qui plairaient aux élèves. Un lycée light, comme le dit Joseph Urbas ici. Joseph Urbas, cette tribune a eu énormément de succès, elle a été affichée dans les salles des professeurs, et Joseph Urbas, à cette époque-là, a fait énormément de conférences. Il a été invité partout pour dénoncer le lycée light, justement.